Février 1959. Quelque part dans l'Oural du Nord, où la température descend à moins 40 degrés et où le vent peut arracher la peau du visage en quelques minutes, 9 personnes marchaient vers leur destin. Ils n'étaient pas des novices en montagne. Ils étaient jeunes, instruits, expérimentés. Ils avaient grandi sous le ciel soviétique, forgés dans la discipline du sport et la camaraderie de la randonnée. Ils connaissaient les dangers de l'hiver sibérien. Ils les avaient affrontés auparavant et en étaient revenus. Cette fois, ils ne reviendraient pas. Ce qui leur est arrivé sur les pentes de la montagne connue sous le nom de Kholat Syakhl, qui dans la langue du peuple Mansi signifie montagne de la mort, reste, plus de 6 décennies plus tard, l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire moderne. Ce ne fut pas un simple accident de montagne. Les circonstances défient toute explication conventionnelle. Les corps ont été retrouvés dispersés sur un rayon de plus d'1 kilomètre, certains à moitié nus par des températures mortelles, d'autres avec des blessures internes dévastatrices, mais sans plaies externes visibles. La tente avait été lacérée de l'intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un avait forcé ses occupants à fuir dans la nuit glaciale, sans même le temps de mettre leurs chaussures. Qu'est-ce qui peut forcer 9 personnes expérimentées à abandonner leur seul abri contre la mort par hypothermie? Quelle force peut causer des fractures du crâne et des côtes cassées sans laisser de marques sur la peau? Pourquoi certains vêtements présentaient-ils des traces de radiation? Et pourquoi le gouvernement soviétique a-t-il clos l'enquête quelques semaines plus tard seulement, scellant les dossiers pendant des décennies et interdisant l'accès à la zone? Ce récit ne prétend pas offrir de réponse définitive. Aucun enquêteur sérieux ne le peut. Ce que nous ferons, c'est reconstruire, pas à pas, ce que nous savons avec certitude. Qui étaient ces personnes? Ce qui les a conduites à cette montagne, ce que les équipes de secours ont trouvé, et ce que les preuves disponibles nous révèlent. Nous examinerons les théories qui ont émergé au fil des ans, des plus banales aux plus extraordinaires, évaluant chacune à l'aune des faits documentés. Et à la fin, nous resterons là où nous avons commencé, face à un mystère qui résiste à l'explication, face à 9 vies fauchées, dont les dernières heures demeurent enveloppées d'ombre. Ceci est l'histoire de l'incident du col Dyatlov. Pour comprendre ce qui s'est passé dans l'Oural en février 1959, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel vivaient ces jeunes gens. L'Union soviétique de la fin des années 50 était une nation de profondes contradictions, un empire qui regardait vers les étoiles tout en maintenant ses citoyens sous surveillance constante. À peine 3 ans s'étaient écoulés depuis le 20e congrès du Parti communiste, où Nikita Khrouchtchev avait prononcé son célèbre discours secret dénonçant les crimes de Staline. Le goulag existait toujours, mais ses portes commençaient à s'ouvrir. Des millions de prisonniers politiques étaient réhabilités, bien que le traumatisme collectif des purges restât gravé dans la mémoire de toute une génération. C'était l'ère du dégel, une période d'ouverture culturelle et politique relative, qui cependant ne devint jamais une véritable liberté. L'État continuait à contrôler chaque aspect de la vie publique. La censure continuait à opérer. Et la paranoïa de la guerre froide imprégnait toutes les institutions. En octobre 1957, à peine 15 mois avant la tragédie du col Dyatlov, l'Union soviétique avait lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. Le monde entier avait entendu son bip caractéristique transmis depuis l'espace, et l'Occident avait paniqué. La course spatiale battait son plein, et les Soviétiques étaient en tête. Ce triomphe technologique avait un revers sombre.
La même technologie qui plaçait des satellites en orbite servait à développer des missiles balistiques intercontinentaux. L'Oural, cette chaîne de montagnes séparant l'Europe de l'Asie et s'étendant de l'Arctique aux steppes du Kazakhstan, abritait certaines des installations militaires les plus secrètes du pays. La ville fermée de Tcheliabinsk 40, connue plus tard sous le nom de Oziorsk, se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres au sud du col Dyatlov. Là fonctionnait le complexe nucléaire de Mayak, où à peine 2 ans plus tôt, en 1957, s'était produit l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. L'explosion d'un réservoir de déchets radioactifs qui avait contaminé des milliers de kilomètres carrés et fut gardée secrète pendant des décennies. L'Oural était, à bien des égards, l'arrière-cour industrielle et militaire de l'État soviétique. Une région aux ressources naturelles incalculables, mais aussi aux secrets bien gardés. Dans ce contexte, le tourisme sportif, connu en russe sous le nom de tourisme, occupait une place particulière dans la vie soviétique. Ce n'était pas simplement un passe-temps, c'était une activité activement promue par l'État comme moyen de forger le caractère, de développer l'endurance physique et de cultiver l'amour de la vaste géographie de la patrie. Les universités et les instituts techniques avaient leur propre club de randonnée, où les étudiants pouvaient obtenir des certifications selon leur niveau d'expérience et la difficulté des itinéraires parcourus. Les expéditions étaient classées en catégories, de la première à la 3e, cette dernière étant la plus exigeante et la plus dangereuse. L'Institut polytechnique de l'Oural, situé dans la ville de Sverdlovsk, aujourd'hui Ekaterinbourg, avait l'un des clubs de randonnée les plus actifs du pays. Ses membres avaient exploré les montagnes environnantes pendant des années, accumulant de l'expérience dans des conditions qui auraient été mortelles pour des randonneurs moins préparés. C'était un monde de camaraderie, d'idéalisme et d'aventure. Les jeunes soviétiques de cette époque grandissaient en chantant des chansons autour des feux de camp, en partageant des tentes pendant les nuits glaciales, en forgeant des amitiés qui devaient durer toute la vie. La région où la tragédie s'est produite n'était pas inhabitée. Pendant des siècles, le peuple Mansi avait vécu sur ces terres inhospitalières, chassant, pêchant et élevant des rennes. Ils étaient l'un des nombreux peuples autochtones de Sibérie, avec leur propre langue, leur propre tradition et leur propre cosmologie. Les Mansi connaissaient ces montagnes comme personne d'autre. Ils savaient quels endroits éviter, quels signes observer dans le ciel et dans la neige. Et ils avaient leur propre nom pour chaque sommet et chaque vallée. Kholat Siachl, la montagne de la mort. Le nom n'était pas fortuit. Selon certaines versions, il faisait référence à un incident ancien, au cours duquel 9 chasseurs Mansis avaient péri sur ces pentes. Selon d'autres, il indiquait simplement que c'était un endroit où rien ne poussait, où aucun animal ne cherchait refuge, où la vie elle-même semblait absente. Les Soviétiques, avec leur rationalisme militant et leur mépris pour les superstitions des peuples autochtones, avaient rebaptisé de nombreux accidents géographiques de la région. Le col de montagne où le groupe Dyatlov avait campé n'avait pas de nom officiel sur les cartes de 1959. Après la tragédie, on l'appellerait le col Dyatlov. Ils étaient 9. 7 hommes et 2 femmes, âgés de 20 et 1 à 37 ans. La plupart étaient étudiants ou jeunes diplômés de l'Institut polytechnique de l'Oural. Ils se connaissaient du club de randonnée, où ils avaient partagé d'innombrables expéditions précédentes. Ils étaient amis, compagnons, dans certains cas quelque chose de plus. Les connaître est la première étape pour comprendre la tragédie.
Ils n'étaient pas des noms dans un rapport de police, ni des statistiques dans un dossier. C'étaient des personnes avec des rêves, des peurs, leurs propres histoires, qui méritent d'être racontées. Igor Alexeyevitch Dyatlov était le chef du groupe. À 23 ans, il était déjà une figure respectée dans les cercles de randonnée de Sverdlovsk. Étudiant à la faculté de radiotechnique, il était connu pour sa méticulosité, sa capacité de leadership et sa passion pour l'ingénierie. Dyatlov n'était pas seulement un randonneur, c'était un inventeur. Il avait conçu et construit un petit poêle à bois portatif spécifiquement adapté aux conditions extrêmes de l'Oural, un appareil que le groupe emporterait lors de sa dernière expédition. Il avait également fabriqué des équipements radio pour la communication dans les zones reculées. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un jeune homme calme, mais déterminé, capable de prendre des décisions difficiles sous pression. Il n'était pas enclin à l'imprudence. Ses compagnons lui confiaient leur vie. L'expédition de janvier 1959 devait être l'aboutissement de sa carrière de randonneur et amateur. S'il la menait à bien, il obtiendrait la certification de catégorie 3, la plus élevée disponible. C'était sa dernière grande aventure avant d'obtenir son diplôme et de commencer sa vie professionnelle. Zinaïda Alexeyevna Kolmogorova, Zina, comme l'appelaient ses amis, avait 22 ans et était étudiante à la faculté de radiotechnique, tout comme Dyatlov. Elle était connue pour son énergie inépuisable, son sens de l'humour et sa voix mélodieuse. C'était elle qui menait habituellement les chants autour des feux de camp nocturnes. Mais Zina était plus que l'animatrice du groupe. C'était une randonneuse expérimentée à part entière, avec de multiples expéditions à son actif. Les journaux récupérés après la tragédie révèlent une jeune femme réfléchie, sensible, qui observait le monde avec des yeux de poète. Ils révèlent aussi autre chose. Zina avait eu une relation amoureuse avec Igor Dyatlov, qui s'était terminée peu avant l'expédition. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, elle avait décidé de participer. Les sentiments non résolus entre eux ajoutaient une couche de tension émotionnelle à un voyage déjà éprouvant. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Lyuda, avait 21 ans et était étudiante en économie. Elle était connue pour son caractère fort et son refus de se laisser intimider par quiconque ou quoi que ce soit. Dubinina avait la réputation d'être difficile. Elle n'acceptait pas la condescendance, ne tolérait pas d'être traitée différemment parce qu'elle était une femme, et n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si elles étaient impopulaires. Elle était, à bien des égards, une femme en avance sur son temps. Son journal personnel, qu'elle portait sur elle pendant l'expédition, allait devenir l'un des documents les plus précieux récupérés par les enquêteurs. Ces notes révèlent un esprit vif et observateur, bien qu'aussi une certaine tendance à la mélancolie. Lyuda Dubinina serait l'une des dernières à être retrouvée, et ses blessures seraient parmi les plus inexplicables de tout le groupe. Alexandre Sergueïevitch Kolevatov, Sacha, avait 24 ans, était étudiant en physique. Il avait auparavant travaillé dans une usine de traitement de matériaux radioactifs. Un détail que certains enquêteurs ultérieurs trouveraient significatif. Kolevatov était le scientifique du groupe. Méthodique, analytique, toujours intéressé à comprendre le pourquoi des choses. Ses compagnons plaisantaient en disant qu'il pouvait passer des heures à discuter des propriétés thermodynamiques de la neige si on lui en donnait l'occasion. Il était aussi réservé. Contrairement aux autres membres du groupe, Kolevatov parlait rarement de sa vie personnelle ou de son passé. Certains de ses compagnons savaient qu'il avait eu des problèmes avec les autorités à un moment donné, bien que les détails ne fussent jamais clairs. Roustem Vladimirovitch Slobodin
était de loin le membre le plus athlétique du groupe. À 23 ans, il était ingénieur fraîchement diplômé et un sportif accompli. Skieur, nageur, randonneur d'élite. Son endurance physique était légendaire parmi ses compagnons. Mais Slobodin était plus que des muscles. C'était aussi un homme cultivé, amateur de poésie et de musique classique. Ses amis se souvenaient de longues conversations nocturnes au cours desquelles il pouvait passer de discussions sur les techniques de survie à la récitation de vers de Pouchkine, sans transition. Slobodin avait une fiancée à Sverdlovsk, avec qui il prévoyait de se marier après l'expédition. Il ne le fit jamais. Youri Alexeyevitch Krivonikchenko, Yourika, avait 24 ans et était ingénieur. Il travaillait à l'usine nucléaire secrète de Tcheliabinsk 40, le même complexe où s'était produit le désastre de Kishtim 2 ans plus tôt. Krivonikchenko était le clown du groupe, toujours prêt à faire rire ses compagnons avec des blagues, des chansons humoristiques et des spectacles improvisés. Sa mandoline était inséparable de lui lors des expéditions, et les soirées autour du feu de camp n'étaient pas complètes sans son répertoire de chansons folkloriques et ses propres compositions. Mais derrière la façade joviale se cachait une personnalité plus complexe. Krivonikchenko avait été témoin direct des conséquences de l'accident nucléaire de 1957. Il avait participé aux travaux de décontamination, s'exposant à des niveaux de radiation que nous considérerions aujourd'hui comme inacceptables. Certains enquêteurs se demanderaient plus tard si la radiation trouvée sur ses vêtements provenait de cette expérience antérieure. Youri Nikolaïevitch Dorochenko était le plus jeune des hommes du groupe, venant tout juste d'avoir 21 ans. Grand, costaud, d'apparence presque imposante, Dorochenko était néanmoins connu pour son caractère doux et sa disposition à aider les autres. Il avait été le petit ami de Zina Kolmogorova avant qu'elle ne commence sa relation avec Dyatlov. Tous trois avaient décidé de participer ensemble à l'expédition malgré cette histoire commune, une démonstration de la maturité émotionnelle qui caractérisait le groupe, ou peut-être de la capacité soviétique à subordonner les sentiments personnels au bien collectif. Dorochenko étudiait à la faculté de radiotechnique et était considéré comme l'un des randonneurs les plus prometteurs de sa génération. Nikolai Vladimirovitch Thibault-Brignol, que tout le monde appelait simplement Kolia, avait 23 ans et était étudiante en génie civil. Son nom de famille, clairement français, trahissait une origine familiale inhabituelle pour l'Union soviétique de l'époque. Thibault-Brignol était le fils d'un ingénieur français qui avait émigré en URSS dans les années 20, attiré par la promesse de construire le socialisme. Son père avait été arrêté pendant les purges staliniennes et était mort dans un camp de travail. Kolia avait grandi avec le stigmate d'être le fils d'un ennemi du peuple. Bien que la mort de Staline et le dégel qui suivit eussent quelque peu adouci sa situation, c'était un jeune homme sérieux, travailleur, déterminé à prouver sa valeur malgré les circonstances de sa naissance. L'expédition vers l'Otorten était une occasion de se prouver à lui-même. Enfin, Semyon Alexeyevitch Zolotaryov, que l'on appelait Sacha, ou parfois Alexandre, était le membre le plus âgé du groupe à 37 ans et, à bien des égards, le plus énigmatique. Contrairement aux autres, Zolotaryov n'était pas étudiant à l'Institut Polytechnique. C'était un instructeur sportif professionnel qui avait rejoint le groupe peu avant l'expédition, apparemment pour obtenir sa propre certification de catégorie 3. Zolotaryov était vétéran de la Seconde Guerre mondiale, où il avait combattu comme sapeur sur le front de l'Est. Il avait des tatouages sur le corps, chose inhabituelle pour un citoyen soviétique respectable de l'époque. Il parlait peu de son passé, et certains membres du groupe le trouvaient quelque peu distant. Ce que personne ne savait alors
et ce que les enquêteurs découvriraient des décennies plus tard, c'est qu'il y avait des divergences significatives dans la biographie officielle de Zolotaryov. Certains documents suggéraient des liens avec les services de sécurité de l'État. D'autres indiquaient qu'il avait utilisé différents noms à différents moments de sa vie. Qui était vraiment Semyon Zolotaryov? Qu'est-ce qui l'avait poussé à rejoindre un groupe de jeunes étudiants dans une expédition de montagne? Était-il simplement un passionné de randonnée, ou y avait-il autre chose? Ces questions resteraient sans réponse. Voilà les 9 personnes avec des vies, des histoires, des avenirs qu'ils ne vivraient jamais. Quand ils partirent de Sverdlovsk le 23 janvier 1959, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer qu'ils commençaient un voyage sans retour. Le plan était ambitieux mais pas téméraire. Le groupe se proposait de parcourir un itinéraire d'environ 300 kilomètres à travers l'Oural du Nord, atteignant les sommets de l'Otorten et de l'Oïka-Tchakour avant de revenir. L'expédition durerait environ 16 jours, suffisamment pour couvrir la distance à un rythme raisonnable, même dans les conditions de l'hiver arctique. La préparation avait été méticuleuse. Dyatlov, en tant que chef, avait personnellement supervisé chaque détail. L'équipement comprenait des skis, des tentes, des sacs de couchage, des vêtements chauds, de la nourriture pour plusieurs semaines, un poêle portatif conçu par Dyatlov lui-même, des appareils photo, des journaux et une petite trousse médicale. Ils emportaient aussi une hache, plusieurs couteaux et une petite quantité d'alcool, ce dernier officiellement destiné à des usages médicaux bien que tous sussent qu'il servirait aussi à réchauffer les esprits pendant les nuits les plus froides. Le 23 janvier 1959, le groupe partit de Sverdlovsk en train vers la ville d'Ivdel, un petit centre administratif au nord de la région. De là, ils continueraient en camion jusqu'à Vijay, la dernière agglomération avant d'entrer dans la taïga. Le voyage en train fut animé. Les jeunes gens chantèrent des chansons, jouèrent de la mandoline, plaisantèrent et rirent. D'autres passagers se souviendraient d'eux plus tard comme d'un groupe joyeux et plein de vie. L'un d'eux, un étudiant voyageant dans le même wagon, se souviendrait des années plus tard que Zolotaryov lui avait semblé quelque peu à l'écart du reste, observant plus que participant. À Ivdel, le groupe passa la nuit dans une école locale qui leur céda un espace pour dormir. Le lendemain matin, le 26 janvier, ils continuèrent vers Vijay, à l'arrière d'un camion de marchandises. Le froid était intense, mais l'enthousiasme du groupe ne faiblit pas. Vijay marquait la limite de la civilisation. Au-delà, il n'y avait que la taïga, les montagnes et le silence. Là, ils dirent au revoir au chauffeur du camion et commencèrent la marche à pied, portant leurs sacs à dos et traînant leurs skis sur la neige. Le 27 janvier, un membre du groupe dut abandonner l'expédition. Yuri Yudin, le 10e membre original, avait commencé à souffrir de douleurs intenses au dos et aux jambes, probablement dues à une sciatique qui s'était aggravée avec le froid et l'effort. Avec grand regret, Dyatlov décida que Yudin devait rentrer. Yudin fit ses adieux à ses compagnons au campement d'un bûcheron abandonné appelé Deuxième Nord. Il serait le dernier à les voir vivants. Des décennies plus tard, Yudin reviendrait sur ce moment. Il se souviendrait d'avoir embrassé chacun de ses amis, sans savoir que c'était la dernière fois. Il se souviendrait de la frustration d'avoir dû abandonner l'expédition, mêlée maintenant à une culpabilité irrationnelle d'avoir survécu. Si ce n'avait été pour son dos, il serait mort avec eux. Le hasard le plus capricieux l'avait sauvé. Yuri Yudin consacrerait une grande partie de sa vie ultérieure
à enquêter sur ce qui était arrivé à ses amis. Il mourut en 2013 à 75 ans, sans avoir trouvé de réponse satisfaisante. Les journaux récupérés après la tragédie nous permettent de reconstruire les derniers jours du groupe avec une certaine précision. Les notes révèlent une expédition qui, jusqu'à un certain point, se déroulait comme prévu. Le 28 janvier, le groupe continua sa marche vers le nord, s'enfonçant toujours plus profondément en territoire inhabité. Le terrain était difficile, une combinaison de forêts denses et de pentes couvertes de neige profonde. Ils avançaient à ski, se relayant pour ouvrir la voie. Le 29 janvier, ils laissèrent derrière eux la limite des arbres et entrèrent dans la zone alpine, où ne poussaient que des lichens et des arbustes nains. Le paysage devint plus désolé, plus exposé aux éléments. Le vent soufflait avec une force croissante. Le 30 janvier, une tempête de neige les força à s'arrêter et à établir un campement temporaire. Le mauvais temps persista pendant des heures, les confinant dans leurs tentes. Les journaux de ce jour reflètent une certaine frustration face au retard, mais aussi des moments d'humour. Krivonichenko divertit le groupe avec des chansons et des blagues, et quelqu'un composa un journal mural satirique appelé « Autorten du soir ». Le 31 janvier, le temps s'étant quelque peu amélioré, le groupe reprit sa marche. Ils construisirent un petit dépôt de ravitaillement, un labase dans la terminologie de la randonnée, où ils laissèrent une partie de la nourriture et de l'équipement dont ils n'auraient pas besoin pour l'assaut final sur le sommet. Cela leur permettrait de voyager plus léger et de récupérer les provisions à leur retour. Le 1er février 1959 se leva froid mais clair. Le groupe commença l'ascension vers le col qui séparait les montagnes de Krolatsiakl et de l'Autorten. Leur objectif était d'établir un campement sur la pente et, de là, compléter l'ascension de l'Autorten le lendemain. Les dernières photographies connues du groupe furent prises ce jour-là. Elles montrent les randonneurs avançant sur la neige, avec des expressions concentrées mais pas angoissées. Une image montre le moment où ils commencèrent à creuser dans la neige pour installer la tente. Une autre, la dernière de toutes, est floue et sombre, apparemment prise de nuit. Cette dernière photographie a fait l'objet d'un intense débat. Certains enquêteurs croient y voir des formes étranges, des lumières inexplicables. D'autres soutiennent qu'il s'agit simplement d'une image ratée, le résultat d'un appareil photo, déclenché accidentellement dans l'obscurité. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le groupe établit son campement final sur le versant nord-ouest de Krolatsiakl, à une altitude d'environ 1100 mètres. C'était un emplacement exposé, sans la protection des arbres qu'ils avaient laissés derrière eux 1,5 kilomètre plus bas. Pourquoi ont-ils choisi cet endroit? Les randonneurs expérimentés savent que camper en terrain exposé, en plein hiver arctique, est risqué. La protection de la forêt aurait offert un abri contre le vent et un accès au bois de chauffage pour le poêle. Certaines théories suggèrent que Dyatlov voulait entraîner le groupe dans des conditions d'exposition extrêmes, en préparation d'expéditions futures encore plus exigeantes. D'autres proposent que le mauvais temps ou la fatigue les empêchèrent de descendre jusqu'à la limite des arbres avant la tombée de la nuit. D'autres encore spéculent que quelque chose les força à s'arrêter plus tôt que prévu. Quelle qu'en fût la raison, c'est là qu'ils dressèrent leur tente. Il était environ 5 heures de l'après-midi, le 1er février 1959. Ce qui se passa ensuite reste enveloppé de mystère. Le groupe Dyatlov avait convenu d'envoyer un télégramme depuis le village de Vijay dès qu'ils auraient terminé l'expédition.
La date prévue pour ce contact était le 12 février, avec une marge de quelques jours pour les imprévus. Quand le 12 février passa sans nouvelles, personne ne s'alarma immédiatement. Les retards étaient courants dans les expéditions de montagne, surtout en hiver. Ils auraient pu rencontrer du mauvais temps, une route bloquée, n'importe quel nombre de contretemps mineurs. Le 15 février, certains membres des familles commencèrent à s'inquiéter. Le 16, les premières rumeurs que quelque chose avait mal tourné parvinrent à l'Institut Polytechnique. Le 20 février, 8 jours après la date prévue de retour, les autorités organisèrent enfin la première équipe de recherche. Le retard allait avoir des conséquences. Au moment où les sauveteurs atteignirent la zone, près de 3 semaines de neige et de vent avaient altéré la scène. Pourquoi ont-ils tardé si longtemps à réagir? Les explications officielles mentionnent des difficultés logistiques, le manque de ressources, l'immensité du territoire à couvrir. Mais certains enquêteurs ont souligné que les retards semblent excessifs, même en tenant compte de ces facteurs. Y avait-il des ordres d'attendre? Quelqu'un savait-il quelque chose qu'il n'a pas partagé? La première équipe de recherche était composée de volontaires du club de randonnée de l'Institut Polytechnique, collègues et amis des disparus. Bientôt les rejoignirent des soldats, des policiers et finalement des hélicoptères militaires. La recherche se concentra d'abord sur l'itinéraire prévu du groupe. Les équipes trouvèrent d'abord le dépôt de ravitaillement qu'ils avaient laissé en chemin. Il était intact, ce qui indiquait que le groupe n'était jamais revenu le chercher. Le 26 février, un hélicoptère aperçut la tente sur la pente de Kholat Syakhl. Ce que les sauveteurs trouvèrent allait défier toute explication rationnelle. La tente était partiellement effondrée, à moitié enterrée dans la neige. À première vue, cela semblait être le résultat d'une tempête ou d'une avalanche. Mais un examen plus approfondi révéla quelque chose de troublant. La tente avait été lacérée de l'intérieur, pas de l'extérieur, comme cela aurait été le cas si un animal ou un agresseur avait essayé d'entrer. Les entailles dans la toile étaient clairement le résultat de couteaux maniés depuis l'intérieur, comme si les occupants avaient essayé de s'échapper par tous les moyens disponibles, trop désespérés ou trop pressés pour utiliser l'entrée normale. À l'intérieur de la tente, les sauveteurs trouvèrent l'équipement du groupe presque intact. Les sacs de couchage étaient étalés. Les vêtements étaient soigneusement pliés ou suspendus. Les chaussures et les bottes étaient alignées près de l'entrée. Le poêle de Dyatlov était démonté, comme s'il venait de finir de l'utiliser, ou était sur le point de l'allumer. Il y avait de la nourriture, partiellement consommée. Il y avait des appareils photo. Il y avait les journaux qui fourniraient plus tard la seule fenêtre sur les derniers jours du groupe. Mais il n'y avait pas de corps. Et il n'y avait presque pas de vêtements chauds. 9 personnes avaient abandonné la tente en pleine nuit, par des températures de moins 30 degrés, pieds nus ou en chaussettes seulement, vêtus à peine des sous-vêtements dans lesquels ils dormaient. Ils avaient laissé derrière eux tout ce qui aurait pu les maintenir en vie. Qu'est-ce qui les avait poussés à fuir de cette manière? Les sauveteurs suivirent les traces partant de la tente. La neige avait partiellement préservé les empreintes, suffisamment pour déterminer que les 9 avaient marché, pas couru, en direction de la vallée, vers la limite des arbres qui se trouvaient à environ 1,5 km en contrebas. Les traces indiquaient un groupe se déplaçant de manière ordonnée, pas dans une panique incontrôlée. Certains marchaient côte à côte. Personne n'avait été laissé en arrière. Mais ils n'étaient pas non plus retournés chercher leur équipement. C'était comme s'ils avaient fui quelque chose de si terrifiant qu'ils préféraient affronter une mort certaine par hypothermie plutôt que de rester dans l'attente.
mais suffisamment organisés pour ne pas se disperser dans l'obscurité. Quel genre de menace provoque ce type de réaction? Les premiers corps furent retrouvés le 27 février, le lendemain de la découverte de la tente. Yuri Krivonikchenko et Yuri Dorochenko gisaient ensemble sous un grand cèdre, à environ 1 kilomètre et demi de la tente, juste à la lisière de la forêt. Ils étaient en sous-vêtements, pieds nus, et étaient clairement morts d'hypothermie. À côté d'eux se trouvaient les restes d'un petit feu, à peine des braises qui n'auraient pu fournir une chaleur significative. Les branches les plus basses du cèdre avaient été arrachées jusqu'à une hauteur de 5 mètres, comme si quelqu'un avait grimpé en cherchant quelque chose, un abri, ou peut-être une vue sur la tente au loin. Les mains des 2 jeunes hommes présentaient des brûlures et des écorchures, compatibles avec la tentative désespérée de maintenir le feu allumé et de grimper à l'arbre à main nue. Krivonikchenko avait un morceau de chair dans la bouche, apparemment arraché avec les dents à sa propre main, dans une dernière tentative de rester conscient. Il n'y avait aucun signe de violence externe. Ils étaient morts de froid, seuls dans l'obscurité, à quelques minutes des provisions qui auraient pu les sauver. Pourquoi ne sont-ils pas retournés à la tente? Qu'est-ce qui les empêchait de revenir sur leurs pas et de récupérer les vêtements, les bottes, les sacs de couchage qui auraient fait la différence entre la vie et la mort? À 300 mètres du cèdre, en remontant vers la tente, les sauveteurs trouvèrent le corps d'Igor Dyatlov. Il gisait sur le dos dans la neige, un bras levé, comme s'il essayait de se protéger de quelque chose ou d'atteindre quelque chose qui n'était plus là. Il portait un peu plus de vêtements que les 2 Yuri, mais c'était encore tragiquement insuffisant pour les conditions. Il était mort d'hypothermie, comme les autres. Sa position suggérait qu'il avait essayé de retourner à la tente, ou peut-être qu'il avait essayé de revenir vers le cèdre pour aider ses compagnons. Quelle qu'ait été son intention, il s'était effondré avant d'atteindre son but. À environ 300 mètres de Dyatlov, également sur la pente entre le cèdre et la tente, fut trouvé le corps de Zina Kolmogorova. Zina gisait sur le côté, dans une position presque fétale, comme si elle avait essayé de conserver le peu de chaleur qui lui restait dans ses derniers moments. Ses mains étaient ensanglantées, les ongles cassés, apparemment d'avoir griffé la neige durcie dans une tentative de continuer à avancer. Elle portait plus de vêtements que Dyatlov, y compris un bonnet et une veste. Mais elle ne portait pas de chaussures. Elle avait parcouru des centaines de mètres sur la neige et la glace, les pieds non protégés, avant de succomber. L'expression de son visage, selon les sauveteurs qui l'ont trouvée, était de détermination même dans la mort. Elle avait lutté jusqu'au bout. Le 5e corps fut trouvé le 5 mars, après que la neige eut commencé à fondre légèrement. Roustem Slobodin gisait entre Dyatlov et Kolmogorova, également sur la pente menant vers la tente. Slobodin présentait une particularité qui déconcerta les enquêteurs. En plus des signes évidents de mort par hypothermie, l'autopsie révélerait plus tard d'une fracture du crâne de 5 cm de longueur. Cependant, il n'y avait pas de blessures externes visibles sur sa tête, ni sang, ni ecchymoses. Comment un homme peut-il souffrir d'une fracture du crâne sans dommages externes? Les médecins légistes déterminèrent que la blessure n'avait pas été suffisante pour causer une mort immédiate, mais aurait provoqué une perte de conscience. Slobodin avait probablement perdu connaissance en essayant de retourner à la tente et était mort de froid là où il était tombé. Mais la question persistait. Qu'est-ce qui avait causé cette fracture? 5 corps avaient été trouvés. 4 manquaient. La recherche continua pendant des semaines, mais la neige profonde
et le terrain difficile rendaient le travail presque impossible. Les équipes ratissèrent la zone à plusieurs reprises, sondant la neige avec des perches, cherchant le moindre indice. Ce ne fut que le 4 mai, plus de 3 mois après la tragédie, que le dégel printanier révéla enfin le sort des 4 randonneurs restants. Ils furent trouvés dans un petit ravin à environ 75 mètres du Cèdre, sous 4 mètres de neige. Apparemment, ils avaient creusé une sorte d'abri, ou étaient tombés dans le ravin en cherchant une protection contre le vent. Leur corps était dans un état de conservation différent de celui des 5 trouvés précédemment, en partie à cause du temps écoulé et en partie à cause des conditions sous la neige. Certains montraient des signes d'activité animale post-mortem, mais les blessures révélées par les autopsies étaient d'un ordre entièrement différent. Lyudmila Dubinina avait de multiples fractures des côtes, avec des fragments osseux enfoncés dans le cœur. La force nécessaire pour causer ces blessures fut comparée par le médecin légiste à celle d'un accident de voiture à grande vitesse. Cependant, il n'y avait pas de marques externes correspondantes. Aucun coup, aucune ecchymose, rien qui expliquât les dommages internes. De plus, il manquait la langue à Dubinina. La cavité buccale était vide, sans trace de l'organe. Il lui manquait aussi les lèvres, une partie des yeux et des fragments de tissu facial. Semyon Zolotaryov présentait des blessures similaires, des côtes cassées qui avaient perforé des organes internes sans dommages externes visibles. Il lui manquait aussi les yeux. Nikolai Thibault Brignol avait une fracture massive du crâne, beaucoup plus sévère que celle de Slobodine. Le traumatisme était compatible avec un coup d'une force extraordinaire, mais là encore, sans blessures externes correspondantes. Saül Alexandre Kolevatov semblait être mort d'hypothermie sans blessures traumatiques supplémentaires, bien que son corps montrât des signes d'avoir été déplacé ou manipulé post-mortem. Certains vêtements de ces 4 corps, particulièrement ceux de Kolevatov et Dubinina, présentaient des niveaux significatifs de contamination radioactive, pas en quantité létale, mais clairement au-dessus de la normale. D'où venait cette radiation? Et comment ces personnes avaient-elles subi des blessures internes si dévastatrices sans dommages externes? L'enquête officielle commença presque immédiatement après la découverte de la tente. Le procureur Lev Ivanov fut assigné à l'affaire et procéda aux autopsies, aux interrogatoires de témoins et à la collecte de preuves. Les autopsies furent réalisées par Boris Vozrojdeny, médecin légiste de la région. Ces rapports, qui survécurent partiellement à la destruction ultérieure de nombreux documents de l'affaire, fournissent les données les plus fiables sur l'état des corps. Pour les 5 premiers corps trouvés, Dyatlov, Kolmogorova, Dorochenko, Krivonikchenko et Slobodine, la cause de la mort fut déterminée comme étant l'hypothermie. La fracture du crâne de Slobodine fut considérée comme un facteur contributif, mais pas comme la cause directe. Pour les 4 corps trouvés en mai, les conclusions furent plus compliquées. Dubinina était morte d'hémorragie interne causée par les fractures des côtes. Thibault Brignol était mort du traumatisme crânien. Zolotaryov était probablement mort d'une combinaison de blessures internes et d'hypothermie. Seul Kolevatov semblait avoir succombé uniquement au froid. Vozrojdeny déclara que les blessures de Dubinina, Thibault Brignol et Zolotaryov ne pouvaient pas avoir été causées par un autre être humain. La force requise dépassait ce que n'importe quelle personne pourrait infliger avec ses mains ou avec des armes ordinaires. Mais si ce n'était pas un humain, qu'était-ce? Le procureur Ivanov enquêta méthodiquement sur toutes les possibilités conventionnelles. Était-ce une attaque d'animaux?
il n'y avait pas de marque de griffes ni de dents sur les corps. Était-ce une avalanche? La tente ne montrait pas les signes typiques d'avoir été frappée par une masse de neige en mouvement, et la pente n'était pas assez raide pour une avalanche significative. Était-ce un conflit entre les membres du groupe? Il n'y avait pas d'armes, pas de signes de lutte, et les relations au sein du groupe semblaient avoir été cordiales jusqu'à la fin. Ivanov enquêta aussi sur la possibilité d'une attaque par le peuple Mansi. Plusieurs membres de la communauté furent interrogés et même brièvement détenus. Mais il n'y avait aucune preuve les reliant à la tragédie. Et la nature des blessures n'était pas compatible avec une attaque humaine conventionnelle. Les Mansis, pour leur part, évitaient la zone de Kholat-Syakhl. Ils la considéraient comme un lieu de mauvais augure, un endroit où l'on ne devait pas camper. Mais leur raison avait plus à voir avec des traditions ancestrales qu'avec la connaissance de dangers spécifiques. En mai 1959, quelques semaines seulement après la découverte des derniers corps, le procureur Ivanov clôtura brusquement l'enquête. Sa conclusion officielle fut extraordinairement vague. Les randonneurs étaient morts à la suite d'une force naturelle irrésistible qu'ils n'avaient pu surmonter. Qu'est-ce que cela signifie? Quel genre de force naturelle irrésistible cause des fractures internes sans dommages externes? Quelle force naturelle arrache la langue d'une femme sans laisser de marque sur son visage? La documentation de l'affaire fut classée secrète. L'accès à la zone fut interdit pendant 3 ans. Les familles des victimes reçurent l'instruction de ne pas parler publiquement de ce qui s'était passé. Dans ses mémoires, écrits des décennies plus tard, le procureur Ivanov suggérerait qu'il avait été pressé de clore l'affaire. Il mentionnerait avoir vu d'étranges lumières dans le ciel pendant l'enquête, des phénomènes qu'il ne pouvait expliquer. Il suggérerait que la vérité était plus étrange que ce que les rapports officiels permettaient de révéler. Mais il ne fut jamais explicite. Il mourut en 1999, emportant ses secrets dans la tombe. L'enquête officielle laissa derrière elle plus de questions que de réponses, et les années qui suivirent ne firent qu'ajouter des couches de mystère supplémentaires. Plusieurs témoins déclarèrent avoir vu d'étranges lumières dans le ciel au-dessus de l'Oural pendant la nuit du 1er au 2 février 1959, approximativement au moment où le groupe Dyatlov aurait rencontré son destin. Ces lumières furent décrites de diverses manières: des sphères lumineuses, des objets allongés lumineux, des phénomènes qui ne ressemblaient à rien de connu. Certains de ces témoignages provenaient d'autres groupes de randonneurs qui se trouvaient dans la région cette nuit-là. D'autres provenaient de résidents locaux, y compris des membres du peuple Mansi. Les descriptions étaient incohérentes dans les détails, mais concordaient sur le point fondamental. Quelque chose d'inhabituel avait illuminé le ciel cette nuit-là. Étaient-ce des essais de fusées militaires? L'Oural était proche de zones d'essais balistiques, et il était plausible que des lancements secrets fussent effectués dans la région. Mais les registres officiels, du moins ceux qui ont été déclassifiés, ne montrent aucune activité d'essai cette nuit-là en particulier. Étaient-ce des phénomènes atmosphériques naturels? L'aurore boréale est parfois visible à ces latitudes, bien que février ne soit pas le mois le plus propice. D'autres phénomènes, comme les sprites ou la foudre en boule, sont rares mais pas impossibles. Ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose que les autorités soviétiques préféraient garder secret? D'autres témoignages furent ignorés ou supprimés pendant l'enquête originale. Plusieurs résidents d'Ivdel déclarèrent avoir vu un groupe de randonneurs qui ne correspondait pas au groupe Dyatlov dans la zone dans les jours précédant la tragédie. Qui étaient-ils? Les dossiers ne le disent pas. Un pilote d'hélicoptère qui participa aux recherches
rapporta avoir vu d'étranges marques dans la neige près de la tente, des marques qui ne correspondaient pas à des empreintes humaines ni à une activité animale connue. Son rapport fut apparemment archivé et oublié. Des années plus tard, des témoignages émergeraient de personnes affirmant avoir travaillé dans des installations militaires secrètes de la région. Certains parlaient d'essais de nouvelles armes, y compris des dispositifs capables de causer des dommages internes sans pénétrer la peau. D'autres mentionnaient des exercices militaires qui auraient coïncidé avec la présence du groupe Dyatlov dans la zone. Aucun de ces témoignages n'a été vérifié de manière indépendante, mais leur existence suggère qu'il y a plus dans cette histoire que ce que les documents officiels révèlent. L'affaire Dyatlov resta officiellement close pendant des décennies, mais elle ne cessa jamais de générer des spéculations. À mesure que l'information commençait à filtrer, d'abord sous forme de rumeurs, puis sous forme de documents partiellement déclassifiés, de multiples théories émergèrent pour expliquer l'inexplicable. La première et la plus persistante est la théorie de l'avalanche. Selon cette hypothèse, une petite avalanche ou un glissement de neige aurait frappé la tente pendant la nuit, causant les blessures traumatiques et forçant le groupe à fuir en panique. La pression de la neige aurait causé les fractures internes sans laisser de marques externes visibles. Cette théorie a l'attrait de la simplicité. Les avalanches sont un danger connu en montagne, et les blessures par compression sont compatibles avec le fait d'être écrasé par des masses de neige. Mais elle a aussi des problèmes significatifs. La pente où le groupe avait campé était d'environ 20 degrés, trop douce pour une avalanche conventionnelle. La tente, bien qu'endommagée, ne montrait pas les signes typiques d'avoir été frappée par une masse de neige en mouvement. Et les traces partant de la tente indiquaient un groupe marchant de manière ordonnée, pas des personnes fuyant en panique face à une catastrophe naturelle immédiate. Des études récentes, utilisant des modèles informatiques avancés, ont suggéré qu'un type spécifique d'avalanche appelé avalanche de plaques aurait pu se produire dans des conditions très particulières. Si le groupe avait creusé dans la neige pour niveler le terrain pour la tente, et si les conditions de vent et de température avaient créé une couche de neige instable spécifique, une petite avalanche localisée aurait pu se produire des heures après l'installation du campement. Cette hypothèse fut promue par une étude publiée en 2021 qui utilisait des simulations inspirées de l'animation de neige développée pour le film La Reine des Neiges. Les résultats suggéraient que les conditions pour une telle avalanche étaient plausibles, bien que non prouvées. Cependant, même les auteurs de cette étude admirent que leur modèle n'explique pas tout. Il n'explique pas pourquoi le groupe n'est pas retourné chercher son équipement une fois le danger immédiat passé. Il n'explique pas les lumières dans le ciel. Il n'explique pas la radiation. Il n'explique pas la langue manquante de Dubinina. Une autre théorie propose que les vents katabatiques furent responsables. Les vents katabatiques sont des courants d'air froid et dense qui descendent dans les pentes des montagnes, atteignant parfois des vitesses d'ouragan. Ces vents peuvent générer des infrasons, des fréquences sonores en dessous du seuil d'audition humaine, qui, selon certaines études, peuvent causer des sensations de panique, de désorientation et d'inconfort physique. Selon cette hypothèse, un événement de vent katabatique extrême aurait frappé le campement cette nuit-là. Les infrasons auraient causé une panique irrationnelle dans le groupe, les poussant à fuir la tente. Le froid extrême et le vent auraient rendu le retour impossible. Cette théorie explique certains aspects de l'affaire. La panique apparemment irrationnelle, la fuite vers un terrain plus bas où le vent serait moins intense, la mort par hypothermie.
mais elle n'explique pas les blessures traumatiques des 4 derniers corps, ni la radiation, ni beaucoup d'autres détails. Une troisième catégorie de théories implique une activité militaire secrète. L'Oural, comme nous l'avons mentionné, abritait de nombreuses installations militaires et zones d'essai. C'était une époque d'intense activité dans le développement de missiles et d'armes nucléaires. Selon certaines versions de cette théorie, le groupe Dyatlov aurait accidentellement été témoin d'un essai militaire secret, peut-être un lancement de fusée, peut-être la détonation d'une arme expérimentale. Les autorités auraient agi pour les faire taire, soit directement, soit par intimidation, qui les aurait conduits à fuir vers la mort. D'autres versions suggèrent que le groupe fut une victime collatérale d'un essai qui aurait mal tourné. Un projectile ou des fragments de fusée auraient impacté près du campement, causant les blessures et forçant l'évacuation. La présence de radiation sur certains vêtements est citée comme preuve de cette théorie. Le travail antérieur de Krivonichtchenko à Tcheliabinsk 40 pourrait expliquer une partie de la contamination, mais certains enquêteurs soutiennent que les niveaux détectés étaient trop élevés pour être résiduels. Contre cette théorie, il y a le fait qu'aucun fragment de projectile, aucun résidu d'explosif, ni aucun cratère n'a été trouvé dans la zone. Et bien que le secret soviétique fût légendaire, éliminer physiquement 9 citoyens pour dissimuler un essai militaire aurait été extrême même selon les standards de l'époque. Une quatrième théorie, plus prosaïque mais tout aussi troublante, propose un conflit humain au sein du groupe ou avec des tiers. Selon certaines versions, des tensions romantiques entre les membres du groupe, rappelons le triangle entre Dyatlov, Kolmogorova et Dorochenko, auraient escaladé jusqu'à la violence. Selon d'autres, le groupe aurait rencontré d'autres personnes dans les montagnes, peut-être des évadés du goulag, peut-être des braconniers, et la rencontre se serait terminée en tragédie. Cette théorie a l'avantage de ne pas nécessiter de phénomènes inexplicables, mais elle a des problèmes évidents. Les blessures de Dubinina et Thibaut Brignol furent spécifiquement décrites comme impossibles à infliger par un être humain. Il n'y avait pas d'armes dans le campement, et l'idée que 9 amis proches s'entretueraient sans laisser aucune trace de lutte conventionnelle semble invraisemblable. Il existe aussi des théories impliquant des phénomènes plus exotiques, des rencontres avec une vie extraterrestre, des portails dimensionnels, des créatures inconnues dans les montagnes. Ces théories captivent l'imagination populaire, mais manquent de toute preuve pour les étayer. Nous les mentionnons ici uniquement parce qu'elles font partie du folklore qui s'est développé autour de l'affaire, pas parce qu'elles méritent une considération sérieuse comme explication. La vérité est qu'aucune théorie n'explique tous les faits de manière satisfaisante. Chaque hypothèse laisse des fils pendants, des détails qui ne collent pas, des questions sans réponse. Et peut-être est-ce la leçon la plus importante de l'affaire Dyatlov. Parfois, la réalité est plus complexe et plus opaque que nos explications ne peuvent que l'appréhender. L'affaire Dyatlov ne resta pas close pour toujours. À mesure que l'Union soviétique se désintégrait et que les archives secrètes commençaient à s'ouvrir, de nouvelles tentatives émergèrent pour enquêter sur ce qui s'était réellement passé cette nuit de février 1959. En 2019, 60 ans après la tragédie, le bureau du procureur général de Russie annonça une réouverture officielle de l'affaire. Le procureur en charge, Andreï Kouriakov, déclara que l'objectif était d'appliquer la technologie médico-légale moderne aux preuves disponibles et d'arriver à une conclusion définitive. Les attentes étaient élevées. Enfin, pensaient beaucoup,
la science du XXIe siècle pourrait résoudre le mystère du XXe siècle. Les résultats, publiés en 2020, furent décevants. Kouriakov conclut qu'une avalanche avait été la cause de la tragédie. Selon son rapport, une petite avalanche avait frappé la tente, causant les blessures traumatiques. Le groupe avait fui dans des conditions de visibilité nulles et n'avait pas pu revenir. La conclusion fut accueillie avec scepticisme par de nombreux enquêteurs indépendants. Ils soulignèrent que la nouvelle enquête n'avait pas apporté de nouvelles preuves significatives, que beaucoup des problèmes avec la théorie de l'avalanche n'avaient pas été résolus, et que le rapport semblait plus intéressé à clore l'affaire qu'à arriver à la vérité. Parallèlement, des enquêteurs indépendants et des amateurs ont continué à étudier l'affaire en utilisant des méthodes diverses. Certains ont mené des expéditions dans la zone, recréant les conditions du groupe Dyatlov pour mieux comprendre ce qu'ils avaient affronté. D'autres ont analysé les photographies récupérées avec des techniques d'amélioration numérique, cherchant des indices qui auraient pu passer inaperçus. Une découverte particulièrement intrigante provint de l'analyse des dernières photographies du groupe. En augmentant la luminosité et le contraste de certaines images apparemment ratées, certains enquêteurs crurent détecter des formes lumineuses qui ne correspondaient à aucune source de lumière connue. D'autres rejetèrent ces formes comme des artefacts du processus de développement ou des dommages à la pellicule. De nouvelles analyses des rapports d'autopsie originaux furent également menées. Certains médecins légistes modernes ont remis en question certaines des conclusions de Boris Vozrojdeny, suggérant que les blessures pourraient avoir des explications alternatives. D'autres ont confirmé que les fractures internes sans dommages externes restent difficiles à expliquer par des mécanismes conventionnels. La technologie de modélisation informatique a permis de créer des reconstructions détaillées du terrain et des conditions météorologiques de cette nuit-là. Ces modèles ont affiné notre compréhension de ce qui était physiquement possible, avalanche comprise, mais n'ont pas fourni de réponse définitive. En fin de compte, le problème fondamental demeure. Trop de documents originaux ont été détruits ou restent classifiés. Trop de témoins potentiels sont morts. Le passage du temps a érodé les preuves physiques et les souvenirs humains. La vérité complète, si tant est qu'il existe une seule vérité, est peut-être perdue à jamais. Qu'est-ce qui fait que l'affaire Dyatlov continue de résonner dans notre imagination collective, tant de décennies après cette nuit fatale dans l'Oural? C'est, en partie, la nature des victimes. Ils étaient jeunes, instruits, pleins de vie et de projets pour l'avenir. C'étaient des personnes auxquelles nous pouvons nous identifier, pas très différentes de nous ou de nos enfants ou de nos amis. Leur mort n'était pas abstraite ni lointaine. Elle était spécifique, détaillée, documentée dans des journaux et des photographies qui nous permettent de les connaître presque comme si nous les avions connus de leur vivant. C'est aussi la nature du mystère. Il ne s'agit pas simplement d'un crime non résolu ou d'un accident inexpliqué. Il s'agit d'une série de faits qui défient notre compréhension de ce qui est possible. Des fractures sans blessure, une fuite sans poursuite visible, une mort sans cause apparente. L'esprit humain cherche des modèles, cherche des explications, cherche du sens. Et l'affaire Dyatlov refuse obstinément de fournir quoi que ce soit de tout cela. C'est un rappel inconfortable qu'il existe des phénomènes dans le monde que nous ne comprenons pas. Des forces qui agissent au-delà de notre connaissance. C'est, enfin, l'ombre du secret qui enveloppe l'affaire. Les autorités soviétiques ont clairement caché quelque chose. Les dossiers classifiés, les témoignages supprimés, la clôture précipitée de l'enquête. Tout suggère que quelqu'un, quelque part,
en savait plus qu'il n'était disposé à révéler. Et ce soupçon est peut-être plus troublant que toute explication surnaturelle, parce qu'il suggère que non seulement nous ne savons pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais peut-être qu'on ne nous permet pas de le savoir. Quelles questions restent sans réponse? Pourquoi ont-ils abandonné la tente de cette manière? Aucune théorie n'explique de manière satisfaisante pourquoi 9 personnes expérimentées ont choisi de fuir vers une mort certaine, plutôt que de rester dans leur abri ou d'y retourner. Qu'est-ce qui a causé les blessures traumatiques? Les fractures internes de Dubinina, Zolotaryov et Thibaut Brignol défient les explications médicales conventionnelles. Avalanche? Chute? Autre chose? D'où venait la radiation? La contamination détectée sur certains vêtements reste inexpliquée. L'historique professionnel de Krivonichenko offre une explication partielle, mais tous les enquêteurs ne la trouvent pas satisfaisante. Qu'est-il arrivé à la langue de Lyudmila Dubinina? A-t-elle été enlevée par action humaine, par activité animale post-mortem, ou par une autre cause? Les théories abondent, mais aucune n'a été confirmée. Qu'étaient les lumières dans le ciel? De multiples témoins ont rapporté des phénomènes lumineux inhabituels cette nuit-là. Des essais militaires, des phénomènes naturels, autre chose. Pourquoi l'affaire a-t-elle été classifiée secrète? Que savaient les autorités soviétiques qu'elles n'étaient pas disposées à partager? Et quelqu'un le sait-il encore? Ces questions restent ouvertes, en attente de réponses qui ne viendront peut-être jamais. 9 personnes sont entrées dans les montagnes de l'Oural en janvier 1959, cherchant l'aventure, la camaraderie et la satisfaction d'un défi relevé. Ils étaient jeunes dans le sens le plus complet du terme, pleins d'énergie, d'espoir, d'avenir imaginé. Igor Dyatlov aurait eu 24 ans ce février-là. Il prévoyait d'obtenir son diplôme, de travailler comme ingénieur, peut-être de se marier un jour. Il avait des inventions en tête, des expéditions futures à planifier, toute une vie devant lui. Zinaïda Kolmogorova écrivait de la poésie dans ses journaux. Elle chantait des chansons près du feu. Elle aimait et était aimée, même si l'amour fait parfois mal. Lyudmila Dubinina ne se laissait intimider par personne ni par rien. Dans une autre époque, dans un autre lieu, elle aurait été une leader, une pionnière, une voix qui ne pouvait être réduite au silence. Et ainsi de chacun d'entre eux, des vies uniques, irremplaçables, fauchées par des circonstances que nous ne comprenons toujours pas. La montagne où ils sont morts porte maintenant leur nom. Le col Dyatlov est un lieu de pèlerinage pour les randonneurs, les enquêteurs et les curieux. Certains y vont chercher des réponses. D'autres y vont rendre hommage. Tous ne trouvent que le silence et le vent et la présence écrasante de questions sans réponse. Le cèdre où les 2 Youri sont morts est toujours debout. Ses branches les plus basses arrachées ça à jamais, témoins muets du désespoir de cette nuit-là. La tente fut reconstituée à partir des fragments trouvés et est conservée dans un musée à Ekaterinbourg. Les visiteurs peuvent voir les entailles faites de l'intérieur, peuvent imaginer les mains qui tenaient les couteaux, peuvent se demander ce que voyaient ses yeux quand ils décidèrent que fuir dans la nuit glaciale était préférable à rester. Les journaux furent transcrits et publiés, permettant aux générations suivantes d'entrevoir brièvement les vies et les pensées des 9. Les derniers mots écrits, les dernières blagues, les dernières observations sur le temps et le terrain, tout préservé à l'encre fanée sur du papier jauni. Les photographies révèlent des visages souriants,
inconscient de ce qui allait venir. Il y a quelque chose de profondément troublant à regarder ces images, en sachant ce que nous savons et qu'ils ne savaient pas. Que nous regardons des personnes dans les dernières heures de leur vie. Les familles des victimes se sont battues pendant des décennies pour obtenir des réponses. Iouri Yudin, le 10e membre qui survécut grâce à un mal de dos, consacra sa vie à l'enquête. Les sœurs de Dubinina cherchèrent justice jusqu'à leur propre mort. Les parents de Dyatlov ne cessèrent jamais de demander ce qui avait tué leur fils. Aucun d'entre eux n'obtint de réponse satisfaisante. Il y a une tentation, quand on raconte des histoires comme celle-ci, d'offrir une conclusion nette, une explication qui relie tous les fils pendants et permette à l'auditeur de fermer le livre avec un sentiment de clôture. Mais ce serait malhonnête. La vérité est que nous ne savons pas ce qui s'est passé au col Dyatlov cette nuit de février 1959. Nous ne le savons pas avec certitude, et il est possible que nous ne le sachions jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. 9 personnes sont mortes dans des circonstances qui défient des explications conventionnelles. Quelque chose, que ce soit naturel ou artificiel, connu ou inconnu, les a conduits à prendre des décisions qui se sont avérées fatales. Et pendant plus de 60 ans, ce quelque chose a échappé à toutes les tentatives d'identification définitive. L'affaire Dyatlov nous rappelle que le monde contient des mystères qui peuvent résister même à nos meilleurs efforts pour les comprendre. Elle nous rappelle que la certitude est un luxe que nous ne pouvons pas toujours nous permettre. Et elle nous rappelle que derrière chaque mystère se trouvent des personnes réelles dont les vies et les morts méritent d'être traitées avec respect. Igor, Zina, Liuda, Sacha Kolevatov, Rustem, Yuri Krivonichtchenko, Yuri Doroshenko, Kolya et Semyon. 9 noms, 9 vies. Un mystère qui perdure. Peut-être qu'un jour, dans quelque archive oubliée, ou dans quelque percée scientifique encore à venir, nous trouverons la pièce manquante du puzzle. Peut-être qu'un jour nous pourrons dire avec certitude « Voilà ce qui s'est passé », mais jusqu'à ce jour, s'il arrive jamais, le col Dyatlov gardera son secret. Les montagnes resteront silencieuses, et la question continuera de flotter dans l'air glacé de l'Oural, sans réponse, comme l'écho d'un cri que personne n'a entendu. Que s'est-il passé cette nuit-là? Kholat Syakhl, la montagne de la mort. Certains noms existent pour une raison.